Bonsoir à tous. Je m'appelle Mathieu Robin, je suis le fondateur et le CEO d'Idora. En quelques mots, Idora, c'est un cloud suisse basé exclusivement sur les conteneurs. Donc l'idée, c'était un petit peu d'approcher un marché que Amazon a vraiment cannibalisé aux États-Unis, mais de faire quelque chose qui était plutôt local et organiser tout ce qui était DevOps, CI/CD et puis Docker à fond. Aujourd'hui, la société elle a 2 ans et demi, on est 7 employés, on a plus de 160 clients, c'est juste génial. Les gens ils aiment bien. Et puis on accompagne nos clients à passer du stateful au Docker, au cluster, au CI/CD, donc toutes les grosses VM, on essaie de les passer sur du Docker. Et puis ça marche bien. Ça marche bien. Donc l'idée en fait, c'est qu'aujourd'hui, je vais un petit peu pas rentrer dans le détail, justement, je vais essayer d'un peu d'éclaircir tout ce qui peut être les mots, ce qui peut être aussi la partie ce que c'est que le CI/CD, ce que c'est qu'un Docker, comment on va le mettre en cluster, comment on va améliorer son cluster de Docker pour justement essayer de bien comprendre comment ça fonctionne. Et puis, je vous ferai une petite démonstration, on change le contenu d'un site, comment ça va directement se populer dans de la production. Je vais déployer une infrastructure cluster depuis un GitLab directement en live. Voilà quelques petites choses qu'on va voir ce soir. Alors, j'ai essayé de préparer un espèce de résumé. Qu'est-ce que Docker? Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez Docker? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, mais pas du tout? Est-ce que vous l'utilisez en production? Si vous arrivez à lever les mains, de savoir ceux qui l'utilisent en production, ça m'aiderait à voir un petit peu le niveau qu'on a dans la salle, histoire de savoir si je dois être plus léger ou plutôt rentrer dans le lourd. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes dans le terme d'infrastructure. On a pris un simple Bootstrap, après on a fait un exemple aussi sur du WordPress, on a fait quelque chose de très simple. Pourquoi avoir le cluster, l'infrastructure as code, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Et puis tout ce qui va être CI/CD. Et après, on fera une petite démonstration sur un container as a service provider. Je suis parti d'une définition qui est assez simple du Docker, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui le Docker signifie? C'est simplement un outil qui va permettre de déployer rapidement des applications, d'automatiser, et surtout c'est d'avoir quelque chose qui va être immuable dans le temps et d'avoir vraiment un fichier texte pour pouvoir versionner son infrastructure. La grosse force de Docker, c'est qu'on peut prendre le même Docker, le faire tourner chez Amazon, le faire tourner chez Google, le faire tourner chez Microsoft, le faire tourner chez Idora, ou sur votre Mac, sur votre Dell ou n'importe quelle machine, il va tourner. Parce que c'est justement pas fait par rapport à l'OS ou par rapport au hardware. Et c'est là une très très grosse force de Docker. Maintenant, on a le gros problème, c'est que quand on travaille dans la VM, on sait que le dev il a rajouté des librairies, on sait que le dev il a modifié des fichiers de configuration. On n'est jamais, entre le dev, le test et la production, on n'est jamais identique en termes d'infrastructure et en termes de middleware. Ce que j'appelle le middleware, ça va être tout ce qui va être Apache, ce qui va être un Nginx, ce qui va être un MariaDB, ce qui va être la couche engine d'une application. Et la plupart du temps, ça marche en dev, mais ça ne marche pas dans la production. Et c'est un problème des opérationnels. Et c'est là qu'on a toujours le conflit du dev et du ops, et que cette culture et cette méthodologie DevOps est née, on travaille. On ne voudrait pas si je parle un peu du nez, mais je suis malade depuis ce matin et je galère un peu. Et c'est ça qu'on va essayer d'éviter. Et Docker va permettre justement d'avoir la même structure en test, en dev, en prod, en pré-prod, à la maison, sur Amazon, sur votre cluster en interne, vous faites ce que vous voulez. On va éviter ce cas-là. Alors justement, vu le niveau de Docker, je ne sais pas vraiment où vous en êtes, mais je vais essayer un petit peu d'expliquer, en gros, comparer une machine virtuelle. On va principalement, et c'est surtout, il faut essayer de prendre une vue un peu plus reculée d'une entreprise qui a des serveurs, qui a une équipe IT, qui a une équipe de dev, et qui doit maintenir son infrastructure en interne. Malheureusement, des serveurs, ça coûte cher, des licences, ça coûte cher. Les maintenir, ça coûte très cher, parce qu'aujourd'hui, un ingénieur informaticien coûte quand même, n'est pas donné. Et malheureusement, il faut maintenir tout ça. L'idée de Docker, c'est que justement, on va donner beaucoup plus de responsabilité aux développeurs en lui disant, tu gères ton Docker, et après, nous, on va faire que de donner du CPU, de la RAM et du storage. Ça, c'est le job du ops, c'est de l'informaticien dessous, l'ingénieur informaticien. D'une part. D'autre part, on va essayer de limiter les licences. Donc là, en fait, on voit une grosse partie, la partie du guest OS de la VM. Donc typiquement, on va avoir un Red Hat, on va avoir un Windows, on va payer des licences qui vont être assez excessives.
alors que finalement, Docker va permettre d'enlever cette partie-là. On va avoir la possibilité, au vu qu'on va enlever toute cette partie OS, on va avoir un noyau qui va être beaucoup plus solide. On va avoir quelque chose qui consomme moins de ressources en CPU RAM, parce que rien qu'un Windows qui s'allume ou un Linux qui s'allume, c'est quelques centaines de mégas de RAM qui s'allument, c'est quelques mégahertz de CPU qui sont utilisés, alors que Docker va beaucoup moins les utiliser. Donc on va faire de l'hyper-mutualisation sur un seul serveur physique. On arrive à quelque chose qui est beaucoup plus synthétique et beaucoup plus facile à utiliser, parce que d'une part, un Docker, par défaut, il va très vite tourner, très vite démarrer. J'ai fait une petite liste que j'ai trouvée sur le net, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas moi qui l'ai créée. Des avantages de Docker, alors principalement, ça va être déjà l'isolation. Dans les points que je vois aujourd'hui avec notre clientèle et puis comment ça fonctionne en termes dans les entreprises, ça va être la compatibilité et la maintenance à mettre sur un Docker. Les upgrades de Docker sont assez faciles à faire par rapport à une upgrade d'OS Red Hat par exemple. On va prendre la standardisation, donc on va pouvoir mettre et donc on va versionner son Dockerfile. Et c'est l'avantage, c'est qu'on sait si c'est le dev A ou le dev B qui a fait la modification, qui a un impact sur la production, etc. Et c'est toute cette philosophie de je commit jusqu'au run, qu'on va automatiser un maximum pour éviter tout ce qui va être justement problème humain et problème de ce que l'on peut abîmer le firewall qui a été modifié par le Ops, que le dev ne connaît pas, voilà, et toutes ces choses qui vont engendrer. Un Docker, en quelques mots, c'est... Alors, je ne vais pas utiliser le mot machine virtuelle, mais c'est quelque chose qui est contenu. Depuis un fichier texte, on va générer une image. Et dans cette image, on va avoir la possibilité de faire tourner à peu près ce que l'on veut. Alors, à peu près ce que l'on veut, il faut faire attention à ne pas que le Docker devienne une machine virtuelle où on a tout installé dedans. Ça, on a vu des millions d'exemples comme ça, où ils ont simplement pris les scripts d'installation, ils les ont mis dans Docker et puis ça fonctionne. Oui, mais ce n'est pas le but. L'idée, c'est vraiment d'avoir un Docker et de faire du microservice, c'est-à-dire de séparer les environnements. Aujourd'hui, quand on prend une machine virtuelle dans des grands groupes, j'ai eu la chance de travailler dans des grandes sociétés internationales, on prend une VM, on met un Apache, on met un MySQL dedans, on met un Nginx pour le load balancer, puis ça fait tout dans la VM. On sait très bien, elle est transportable, la VM, on le met n'importe chez qui. Le problème, c'est que quand on doit faire une upgrade de l'Apache, il suffit que la même librairie soit utilisée par MariaDB puis par le Nginx, on casse toute la VM. Dans ce cas-là, on a les restores, c'est facile, mais on n'a pas la possibilité de pouvoir faire du testing en disant le dev, je veux passer de la version A à la version B de mon Apache, donc je ne peux pas simplement isoler mon middleware par rapport au reste de la machine sur une machine virtuelle. On peut le faire avec Docker, et ce qui va nous permettre de pouvoir gérer. L'avantage du Docker aussi, c'est de partir sur une image toute simple. J'ai pris un exemple vraiment très bête de faire tourner une application sur de l'HTTPD, et puis de copier le contenu vers là où on a besoin pour l'application. Là, on est sur quelque chose de vraiment très simple. C'est un Dockerfile, mais ça tourne. Ça peut tourner en production sans aucun souci, sans aucun autre problème. Maintenant, on va avoir un exemple un peu plus tordu qui est toujours sur le principe de on fait tourner qu'un middleware. Donc là, on va être sur de l'Apache. On n'a pas du tout la base de données. Mais par contre, on va installer tout ce qui va être les prérequisites. On va installer les dépendances, on va installer les fichiers de configuration. Et puis, on va... Alors, ce n'est pas forcément très intelligent de le faire comme ça, mais on va déployer le WordPress dans le Docker. Dans ces cas-là, je ne sais pas, je pense que vous êtes au courant que le volume, le storage d'un Docker n'est pas persistant. Ce qui fait que si on redéploie le Docker, on perd le WordPress qu'on vient d'installer. Ce qui n'est pas très utile, hormis pour faire des tests. Donc, on va avoir la possibilité, clairement, de monter une architecture beaucoup plus complexe de Docker, tout en que ce soit facile à lire, parce que, alors ici c'est un poil compliqué, parce qu'on fait vraiment de l'installation un par un, mais si on prend quelque chose comme ça, on a un moteur HTTPD qui fonctionne avec un contenu. Ce contenu, on va le déporter du Docker pour qu'on n'ait qu'un engine qui tourne. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Est-ce que je vous parle chinois? Pas du tout. Est-ce que c'est à peu près clair pour vous? Est-ce que c'est... N'hésitez pas à m'arrêter, à me poser des questions. Enfin, franchement, il ne faut vraiment pas hésiter. Si je dis des conneries aussi, dites-le moi. Je n'ai pas la science infuse. Il ne faut vraiment pas hésiter. Et puis, l'avantage de ce Dockerfile, c'est qu'on va pouvoir un petit peu mettre ses compétences, sa technique, ses skills dans un Docker. Typiquement ici,
on a quelques types de WordPress, on a quelques types de HTTPD qui fonctionnent très bien. On le met dedans, le dev est capable d'avoir un fichier texte, donc du versionning. On va typiquement le mettre sur votre Git, votre SVN, et vous allez pouvoir versionner votre Dockerfile. Si on prend un exemple vraiment très simple, c'est qu'on va vraiment séparer le moteur PHP et le MySQL. C'est-à-dire que si je veux faire des changements de version de MySQL, j'ai juste mon Dockerfile MySQL à changer et je vais pouvoir monter de version. Alors, c'est bien, mais on a un des gros problèmes, c'est que la donnée, elle est dans le Docker. Donc en cas de redeploy, on perd la data. Ce qui n'est pas très très cool dans ce cas-là. Par contre, on va pouvoir avoir des Dockers qui vont être très légers, faciles à monter et quelque chose qui va être pour faire du test. Vraiment pour faire du test plutôt applicatif. Chacune de ces applications, enfin chacun de ces Dockers, on va pouvoir leur injecter des données, typiquement avec du Git, du copy, du FTP, du ce que l'on veut, parce qu'on a un accès direct à l'intérieur du Docker. Donc on va vraiment pouvoir mettre la data dans le Docker. Pareil pour la base de données. On a toujours une commande SSH sur le Docker. On va pouvoir faire un import de base de données sur le MySQL. Donc on va pouvoir quand même jouer avec une architecture plutôt simple. Maintenant, si on parle de cluster, on veut parler donc de multiplication des Dockers pour justement éviter les problèmes de résilience qu'on peut avoir. Un Docker, ça peut cracher, un HTTPD, ça peut cracher, un serveur physique, ça peut cracher, une VM, ça peut cracher. On le sait. Donc maintenant, on va essayer de multiplier les nombres d'environnements. Alors, là, c'est très bien. On a multiplié la partie HTTP. Donc, s'il y en a un qui plante, on a toujours 50% de nos utilisateurs qui sont sur le WordPress qui tournent. Un gros problème, c'est qu'on a des single point of failure, un load balancer, un MySQL. On n'a pas de persistance des volumes. Donc, clairement, là, on a un gros problème. Quand on doit mettre à jour son WordPress, on doit le mettre à jour sur les deux, son application en tout cas, on doit le mettre à jour sur les deux Dockers. On n'a aucun volume qui va être partagé entre les deux. Donc là, on est sur quelque chose qui fonctionne, qui est un peu clusterisé, mais pas vraiment à la hauteur de ce qu'une infrastructure type entreprise voudrait. Maintenant, ça suffit très bien pour faire des tests. Maintenant, si on part sur quelque chose qui est vraiment plus costaud, qui est immuable, qui va être vraiment quelque chose de solide et surtout qui va être pas dépendant ni du hardware, ni du storage, ni quoi que ce soit. Ça va partir sur une architecture complètement en haute disponibilité, que ce soit au niveau des load balancers, que ce soit au niveau des moteurs PHP, que ce soit au niveau d'une base de données master-slave EAX. J'ai mis en couleur plus claire en fait des nœuds qui vont être ajoutés en fonction de la dimension de la puissance de votre cluster. C'est-à-dire que à la volée, en fonction du nombre d'utilisateurs, en fonction du CPU, en fonction de la RAM, en fonction des requests HTTP que vous avez sur votre application, vous allez pouvoir ajouter des Dockers à la volée. Et clairement, en fait, on va automatiser ce déploiement pour dire, ok, j'ai rajouté un Docker PHP ici, je vais dire à mes deux load balancers, ça y est, tu as un troisième copain à délivrer, délivre des utilisateurs sur le troisième copain. Pareil pour le slave, pour la base de données. J'ai un master, un slave qui ne vont pas bouger. Par contre, on va rajouter des end slaves. C'est-à-dire que les writes de la base de données, on fait sur le master, et les reads, on les fait sur le slave et end slave. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir dire à la base de données, au PHP, va taper dans le master pour écrire et dans le slave. Et MariaDB ou MySQL sont capables d'aller délivrer sur du multigroupe avec du multi-slave. Toutes ces données-là, on les met dans un volume pour que l'on n'ait pas du tout de données dans le Docker. Donc pas de problème de persistance de données. On va dans ces cas-là déclarer un volume. Donc ça, on va le faire dans un Docker Compose, on peut le faire sur un manifeste, on peut le faire sur un simple montage NFS. Il y a plein de versions de le faire. Et on va dire au Docker, va chercher la donnée à cet endroit-là. Ça, l'avantage, c'est que ce volume-là, même si je perdais tous mes Dockers, celui-là, il ne bougerait pas. Donc, je n'aurais pas perdu mon application. Le deuxième point, c'est que je vais pouvoir aussi updater un seul et unique point d'entrée et impacter les 2, 4, 10 Dockers qui sont autour. Ce n'est pas quelque chose qui va déranger. Et puis, on va avoir aussi la même chose côté de la... Alors là, je ne l'ai pas mis dans le dessin, mais on pourrait très bien stocker la configuration des NGINX sur le volume. On pourrait sauvegarder la configuration des bases de données directement sur le volume. Et là, dans ces cas-là, on a quelque chose qu'on peut prendre
et déplacer et reproduire from scratch directement avec des nouveaux Docker. Alors, un des points qu'il faut faire attention, c'est que ce volume, en fait, ça fait un certain single point of failure dans l'architecture. Maintenant, on est capable d'avoir avec la plupart des Dockers sont montés sur quand même des architectures un peu plus costauds, que ce soit de l'Amazon, que ce soit même en interne avec du Kubernetes, que ce soit avec du Docker Swarm ou autre. On va le déclarer sur des SAN, des NAS, etc. ou du SDS qui font que le Docker, la partie volume de ce cluster, est déjà en HA grâce au hardware dessous et non pas au niveau du Docker. On pourrait faire un cluster de volume de Docker. Maintenant, on risquerait d'avoir des pertes de données, d'avoir des temps de latence qui peuvent être pas forcément super intéressants dans ce sens-là. Voilà un petit peu ce genre d'architecture qu'on peut mettre en place. Alors, à titre d'expérience, nous, on l'a fait exactement dans le même principe pour un WordPress pour le site Swiss Black Friday, qui est hosté chez nous, qui toute l'année ne fait pas grand-chose, hein, donc de load balancer, de PHP, de master, un slave, et puis la semaine du Black Friday, ils prennent une volée d'utilisateurs et on monte jusqu'à 5 nœuds Docker à côté pour vraiment résilier les nombres d'utilisateurs. Cette année, ils ont passé le million en 2 jours d'utilisateurs et ça a tenu pour un zéro downtime. On rajoute des Dockers, ça a supprimé les Dockers. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir être vraiment élastique dans les deux sens sur cette partie-là. Le WordPress n'a pas tout bougé en soi, c'est-à-dire que la fille qui a mis les publicités pour Swiss Black Friday, elle updatait son WordPress, mais elle l'updatait au niveau de là. Donc ici, on est avec que des moteurs PHP, enfin HTTPD, pardon, qui jouaient le WordPress et non pas du tout attaquer le Docker. Donc le Docker, on ne l'a jamais touché en fait. Il a simplement été cherché et délivré par rapport au load balancer qui redirigeait. Est-ce que c'est quelque chose qui est clair pour vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place sur des architectures peut-être similaires ou avec d'autres applications? Alors je sais que ça marche très bien aussi avec tout ce qui va être Java. Java, on arrive à faire des jolis trucs comme ça. On a aussi une expérience sur Node.js qui fonctionne très très bien en cluster et sous Docker et qui a l'avantage d'être très très performant sur Docker. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment, même si il faut que dans le concept, dans le design de votre architecture, je dirais plutôt matériel, il faudrait dans la théorie que ce Docker-là soit sur un hardware différent de celui-ci et lui sur un hardware différent de celui-là. Donc ça se monte, ça se prévoit. Mais ça, c'est au job de l'Ops de vous dire, OK, quand vous montez votre cluster Docker, on va faire attention de voir les priorités et on va mettre les Docker en fonction de votre architecture. Et pour éviter que une carte mère qui grille, une alimentation qui pète, ça peut arriver à tout le monde. Même si on perd un PHP, un master, un load balancer, on a quand même 50% de notre machine qui est délivrée si le volume est correctement sur un storage haute disponibilité. Donc vraiment quelque chose de simple, mais qui fonctionne très très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc l'idée de la structure qu'on va regarder, c'est d'être vraiment extensible en fonction de la demande. Et on va avoir ce genre de request typiquement pour le Black Friday qui fait que financièrement c'est plus rentable. En termes d'architecture, on n'a pas changé d'un WordPress simple. Et puis on a une sécurité qui fait que même si le hoster, votre architecture, votre infrastructure pète, on a la capacité de quand même avoir cette résilience. Et cet objectif-là est facile à atteindre avec Docker et avec l'infrastructure as code parce que justement, on va pouvoir définir nos règles de ce que l'on veut. Alors que si on essayait de faire une architecture de ce type-là sur des VM, ça peut être un petit peu galère. J'ai pas mal discuté dev, architecture, ops, hardware, et c'est vrai qu'on arrive à un point où j'ai travaillé dans une grosse société de trading où quand le dev voulait tester une nouvelle version d'Apache ou de Tomcat, il fallait à peu près entre 2 et 3 semaines pour qu'il ait sa VM prête. Il fallait que ça passe par son manager qui valide la demande, il fallait que ça passe par la sécurité, par le réseau, par le sysadmin, qui finalement, non, il faut qu'on rachète des barrettes de RAM sur le cluster VMware, donc tu attendras encore une semaine qu'on ait les nouvelles barrettes de RAM. Et c'est pas efficace parce que le dev, en fait, il a juste besoin de faire un petit test à la con, juste pour vérifier que son application est valide. Et on a perdu énormément de temps et pas du tout de communication. Et l'équipe opérationnelle ne sait pas du tout pourquoi le dev a besoin de ça.
La philosophie du DevOps, c'est de justement en fait, travailler en commun, communiquer et responsabiliser toutes les équipes, que ce soit network, sécurité, opérationnel ou développeurs. C'est-à-dire qu'on va donner au développeur la responsabilité de son infrastructure tout en étant vérifié par l'opérationnel. L'opérationnel va devenir quelqu'un qui va fournir des ressources et des compétences type monitoring, type sécurité, type automatisation, type shell. Oui. On a une question du chat de Pascal Ernie qui demande les exclusions des instances Docker entre plateformes hardware peuvent-elles être configurées directement dans le Dockerfile? Non. Alors, ouais, pardon, excuse-moi. Alors l'idée, le but de la question du monsieur, c'était de savoir si on pouvait exclure des Docker dans un montage cluster au niveau du hardware dans le Dockerfile. Non, on ne peut pas le faire dans le Dockerfile. On va le faire au niveau du manifeste ou de l'infrastructure as code. Donc là, au niveau du Kubernetes, de Docker Swarm ou Mesos, Elastic, etc. Et c'est là qu'on va pouvoir exclure et de comment on va organiser par défaut notre architecture. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? L'idée, c'est de se dire que les deux Docker ne vont pas se trouver sur le même hardware, on va le séparer. Et ça, on va l'écrire. Et ça, c'est le job de l'Ops, typiquement. Et là, on revient sur la partie DevOps, c'est justement, on va essayer de faire travailler les développeurs et les opérationnels ensemble pour les responsabiliser. C'est-à-dire que le développeur, il veut tester sa version Y de son application, il veut avoir une nouvelle machine, donc il va créer son propre Dockerfile avec sa version qui a changé, et il ne va plus avoir besoin d'aller demander à son manager qui va demander à toutes les équipes. Il va simplement faire un nouveau commit de cette version, donc faire une feature dans sa branch de son application. Et automatiquement, derrière, on va créer un Docker, une application complète, une architecture complète avec cette nouvelle version. Il va le détruire. 2 heures, 3 heures après, quand il aura fait ses tests, il aura vu que ça ne marche pas, il va le détruire. Donc on a besoin à un moment donné des ressources sur très peu de temps. Et donc de passer 3 semaines pour avoir une VM, pour qu'à la fin, finalement, elle soit détruite au bout de 2 jours, c'est pas super rentable. Et c'est là qu'on va automatiser un maximum et éviter en fait qu'il y ait une intervention humaine le plus de temps pour justement... je vais passer en fait à la slide suivante, je crois que c'est assez marrant, c'est assez... machine are made to perform repetitive tasks non-human. C'est-à-dire qu'on va vraiment automatiser, industrialiser l'infrastructure. On sait que tous les serveurs web ont besoin soit du port 444, soit du port 80 ouvert. Ou alors après, on peut faire des exceptions. Mais ça, c'est quelque chose qui est immuable dans le temps. Donc, on va pouvoir l'écrire à un endroit et que cette communication soit inter-ops, réseau, sécurité et développeur. Ça marche. Et c'est le but d'avoir cette information-là va à la fois permettre de j'ai changé quelque chose, je l'informe parce que je l'ai mis dans mon Git. Et on va vraiment faire du versionning, du texte de son infrastructure. On va écrire son infrastructure. C'est-à-dire que, je prends un exemple qui était assez bête. C'est vraiment un cas concret. 5h30, l'opérationnel veut changer une règle de config dans l'IP table de sa VM Red Hat. À 6h, il se tire, c'est l'heure de prendre sa pause, de rentrer chez soi. 3h du mat, il y a un problème sur cette application-là. Les utilisateurs à l'autre bout du monde ne peuvent plus se connecter. C'est le branle-bas de combat, parce qu'il n'y a pas d'équipe de support opérationnel 24h/24, il y a juste une petite équipe de piquet. Et là, on cherche la doc, mais sauf que le gars il est parti à 5h30, il a fait sa modification à 5h30, on n'a aucune doc, et on ne sait pas du tout ce qui a été fait dernièrement. Ça, c'est le cas concret, classique. Donc on appelle toute la société, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On n'en sait toujours rien, parce que l'opérationnel, ou le gars de la sécurité, ou le gars de réseau, a modifié quelque chose sans notifier et sans responsabiliser son équipe complète, et sans informer les développeurs ou le support. On efface cette façon de faire. Par contre, si moi je vais dire, ok, je vais changer mon firewall, j'écris dans mon Docker, j'ouvre le point X ou Y, Z, je change dans mon manifeste, je veux ouvrir tel ou tel port, je l'ai écrit, je l'ai versionné, j'ai dû le commenter parce que ça a été enregistré que ce soit moi, donc typiquement sur du Jira, sur du Bitbucket, sur du Bamboo, sur ce que vous voulez, sur du GitLab, vous allez savoir qui a fait l'action de modifier cette infrastructure à un moment T. À 3h du mat, le support regarde ce qui a été écrit et les dernières modifications de l'infrastructure, on l'a écrite. Et c'est là que c'est toute cette force-là, c'est que, ok, ils ont modifié ça, on fait un rollback. Faire un rollback sur une VM d'une installation, c'est pas forcément facile. Faire un rollback sur un Docker, c'est beaucoup plus simple.
Et après, ben, on va tourner sur toutes ces zones-là, c'est-à-dire quand on va automatiser tout ça, mais on va aller automatiser beaucoup plus loin. Typiquement, l'ajout d'une nouvelle URL dans un CDN, je prends Cloudflare en exemple, on peut l'automatiser. L'ajout d'un nouvel environnement dans du monitoring, on peut l'ajouter automatiquement. Je prends l'exemple simple, on va faire des tests de charge. Un développeur il a besoin de lancer des tests de charge sur sa nouvelle application, ou des tests unitaires, ou des tests utilisateurs. Comment il va le mesurer s'il ne l'a pas mis dans le monitoring? Donc dans le pipeline, par défaut, on va lui mettre automatiquement même ces environnements de test, de pré-prod, de dev, on les met dans le monitoring, bien organisé, hein, quelque chose de propre, pour que quand il va faire ses tests de charge, quand il va faire ses tests utilisateurs, il soit au courant, il ait un retour et une historique de ce qu'il a fait. Ce qui permet justement d'argumenter, d'améliorer son code, etc. Donc on va responsabiliser aussi le développeur sur son impact de son code sur l'infrastructure. Malheureusement, on a encore beaucoup ça rejoint un petit peu ce que je disais, de problématiques dans l'infrastructure parce qu'on a fait des changements qui n'ont pas été demandés, qui n'ont pas été expectés. Et 70%, ce qui est quand même pas négligeable du tout, ne sont pas contents parce que le temps de déploiement. Aujourd'hui, quand on parlait, il y a peut-être 10 ans en arrière, d'une nouvelle release d'une application, c'était tous les 6 mois. Aujourd'hui, on a des exemples de sociétés, j'en parlerai après, qui arrivent à faire 150 releases par mois en production, sur des environnements type IBM, enfin chez IBM, chez BMW, chez Airbus, etc. Donc, faire 150 releases d'un logiciel en production, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Typiquement, Facebook, Netflix, Zoho et tous ces logiciels de SaaS font du CI/CD en permanence. Vous ne le voyez pas parce qu'ils vont pouvoir ségréguer par rapport à des nombres de lots de personnes, par des nombres de sessions HTTP qui sont réglées. Vous avez votre session HTTP, on ne fera pas la release. Vous allez vous reconnecter, vous aurez la nouvelle release. Et tout ça, on va pouvoir le gérer justement via de l'infrastructure as code, via des manifestes, via des pipelines de CI/CD. Et quand aujourd'hui on voit des exemples où la personne, l'utilisatrice lambda du logiciel, a fait une demande à l'IT, j'aimerais bien que le bouton rouge soit pas à droite mais soit à gauche et vert, ça passe pas en top priorité, hein, c'est purement du design. Donc effectivement dans le backlog c'est à la fin. Et elle va attendre. Alors que c'est quelque chose qui est facile à changer pour un dev, quelques lignes de code et c'est changé. Mais le fait si le dev il doit juste changer 3 lignes de code, mais faire les tests lui-même, mettre sous monitoring, vérifier que ça a plu à l'utilisatrice, vérifier que ce soit approuvé par le manager, qu'il n'y ait pas les problèmes derrière, ça va lui prendre 3 semaines, donc ça lui coûte très cher à l'entreprise juste pour 3 lignes de code. Si on automatise cette partie-là, donc de tests, de monitoring, etc., on va clairement réduire l'impact financier, humain et de risque auprès du business par ces validations. Donc on va créer des workflows qui vont être... je vais un peu vite. On va créer des workflows pour justement valider toute cette modification de CI/CD et de logiciels pour aller beaucoup plus loin. Maintenant, ça c'est bien, c'est très dev, hein, le Git, le SVN, ça existe depuis des années complètes, on ne va pas réinventer la roue. Par contre, en infrastructure, ce n'est pas encore le cas. Alors dernièrement, on a eu Puppet, Chef, Ansible qui permettent d'automatiser les déploiements, d'automatiser la validation des packages, etc. C'est très bien. Les rollbacks sont très compliqués, les retours actifs de ce qui a été installé sont très compliqués aussi. Et il faut quand même avoir une certaine maîtrise des outils en tant que tels pour pouvoir les utiliser en production. C'est très bien aussi. Maintenant, quand le Ops fait une modification via Puppet, Chef ou Ansible, le dev n'est pas forcément au courant. Quand il y a la responsabilité du support à la nuit, on ne sait pas vers qui se tourner. Si on regroupe les deux, on va coder l'infrastructure, on arrive sur quelque chose où on va avoir un historique de ce qu'on fait et on va pouvoir versionner tout ce que l'on fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super important. Et quand nous, on le met en production chez des clients, on a fait une banque privée il n'y a pas longtemps là-dessus, ça leur a changé leur vie parce qu'ils ont simplement gagné du temps pour analyser ce qui a été fait. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment super important. Je parle un petit peu d'infrastructure as code. Alors, je prends un peu les grands noms du coin en termes d'infrastructure. Aujourd'hui, celui qui sort le plus haut, c'est Kubernetes, hein, clairement, en termes d'orchestrateur de Docker. Il y a encore des très bons produits, hein, Amazon ECS, alors ils ont sorti EKS pour faire du Kubernetes aussi, OpenShift, Docker Swarm. Maintenant, en Gelastic, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous expliquerai un petit peu après qui c'est. On va pouvoir automatiser un maximum de choses.
Ce que nous, on remarque en termes de retour client, c'est que les gens ils veulent pouvoir dire je ne veux pas être dépendant d'un cloud provider, je ne veux pas être dépendant d'une solution. Je veux pouvoir prendre mes Docker et les déployer à droite à gauche. Une des solutions qui ressort le plus, c'est Kubernetes, puis c'est Terraform. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît Terraform ou pas du tout. Terraform, en fait, ça va être un outil qui va vous permettre d'orchestrer dans son langage à lui, sans avoir une vue de ce qu'il y a derrière, côté cloud provider ou local provider, etc. Ce qui permet depuis votre Terraform de dire je veux un Docker ici, je veux un Docker comme ça, je veux un Docker comme ça. Derrière, il va le monter sur Amazon, derrière, il va le monter sur Azure ou sur Google. Et ça, l'avantage, c'est que c'est très facile à maintenir et c'est un type de langage d'infrastructure pour tous. Et c'est ça que c'est intéressant. Après, on va avoir du cloud scripting qui est quelque chose qui est très simple, qui est utilisé par Gelastic et donc par Idora et qui est assez facile à comprendre, qui est très orienté développeur et pas du tout orienté infrastructure. L'avantage de ça, c'est toujours un moyen de gagner du temps, gagner de la compréhension et gagner de la réactivité inter-équipe. Pour que quand l'opérationnel lui dit il y a quelque chose qui ne va pas dans ton code, on soit capable de le voir facilement. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de se dire je vais builder mon application et mon infrastructure sur le même process. Quand vous faites une application, vous avez du code, tout simplement. Quand vous faites une infrastructure, au lieu d'avoir une VM et des schémas, on va simplement créer un JSON ou un YAML, ce qui va vous permettre d'avoir une infrastructure écrite et donc versionnable. On va avoir un interpréteur pour builder votre code. Côté opérationnel, on va avoir un orchestrateur d'API. C'est-à-dire qu'on va prendre un Terraform, un Kubernetes, on va prendre un Google, un Gelastic, etc. pour orchestrer, prendre ce texte et le mettre en quelque chose de palpable. Et après, on a l'état désiré de chacune, que ce soit l'application ou l'infrastructure. Et ça, on va pouvoir le manager de la même façon. Mais il faut... On a souvent l'exemple de la résistance au changement. C'est-à-dire que le Ops va commencer à écrire du code. Oula, il y a un truc qui ne lui va pas. Et le dev va devoir savoir ce que c'est qu'une IP, un firewall, et puis la sécurité, des certificats, etc. Oula! En fait, on va quand même pouvoir travailler les deux ensemble, tout en gardant chacun ses responsabilités, mais en les partageant et en donnant l'information. C'est-à-dire que quelque chose est modifié, le développeur va être informé de ce qui a été modifié, que ce soit côté infrastructure ou côté applicatif. Et cette communication qu'on a inter-équipe fait que c'est vraiment quelque chose de puissant parce que la discussion va beaucoup plus vite, le retour sur investissement du développeur et de l'opérationnel va vraiment beaucoup plus vite. Un petit exemple de CI/CD pour ceux qui travaillent déjà un petit peu sur le CI/CD. Il y a déjà des gens qui ont déjà des pipelines un petit peu tout orchestrés. 1, 2, 3, 4, 5, petit quart de salle. Et l'idée, c'est vraiment d'automatiser un maximum et puis d'avoir du retour de ce qui se passe. Donc là, on a pris quelque chose de vraiment très simple. On git push, on build une image, on push l'image sur le registry. On a un trigger qui dit au production server, va chercher la nouvelle version de l'image et je vais chercher mon Docker. Je vais essayer de faire une petite démonstration sur Idora. Alors, ça devrait fonctionner. Donc, on est parti sur un truc assez simple. Le Dockerfile, on va jouer un storage. On va lancer notre CI/CD. Alors, tout le monde utilise un petit peu GitLab ou pas du tout. Vous êtes sur d'autres outils similaires, j'imagine. Et en fait, depuis ici, on va pouvoir gérer ses pipelines et gérer toute son architecture. Tu arrives à zoomer? Je vais essayer. Comme ça? Est-ce que ça te convient? Oui. C'est parfait. Et en fait, ce qu'on va faire dans l'infrastructure Ascot, c'est qu'on va simplement décrire ce que l'on a besoin en termes d'infrastructure. Alors, je vais quand même le lancer, histoire que ce soit ce que je vous l'explique. Alors, là, j'ai simplement modifié mon infrastructure en disant j'ai pas 2 load balancers, j'en mets 3, et je commit. Donc là, j'ai mon pipeline qui va être lancé, puis derrière, sur Idora, on va pouvoir avoir son infrastructure avec 3 load balancers, 2 application servers, 2 MySQL, comme on avait vu tout à l'heure. Excuse, t'arrives encore à zoomer un poil plus.
Ouais. Moi, en fait, moi, j'ai des lunettes. Je vois bien. Donc en gros, j'ai essayé de décrire mon infrastructure du plus simple possible. C'est-à-dire que je vais créer des nœuds qui sont ici du load balancer. Alors j'ai pris un Nginx. Le cloudlet, en fait, c'est l'unité de ressources CPU mémoire sur GASIC. Ça, c'est purement lié à l'orchestrateur. Ce serait du Kubernetes, ce serait autre chose. Ce serait du Google, ce serait autre chose. Amazon, c'est encore autre chose. J'ai décrit que j'en voulais 3. Je continue. Un SQL avec l'image MySQL, le nom de cloudlet, j'en veux 2, etc., etc. Ici, je vais monter mon volume que j'ai décrit tout à l'heure, donc le storage qui était au milieu avec l'application qu'on va mettre dedans. Et puis, je vais continuer à, alors, on a été un peu salaud, on a mis en plein, chercher l'image de Docker directement sur le Docker Registry. Et puis après, on va pouvoir quand même jouer dans ce manifeste des commandes Linux standards. C'est-à-dire que faire une installation, changer un iptable, modifier des fichiers, on va le faire directement depuis l'infrastructure, comme ça je le versionne dans mon GitLab. C'est vraiment cette notion-là qui est assez importante. Et puis à la fin, on va restarter les conteneurs du load balancer parce que je viens de changer la configuration. Quelque chose de plutôt simple. En parallèle, j'ai mon CI/CD qui a été lancé, normalement. Et donc, dans mon CI/CD, j'ai fait un build, j'ai fait un test de mon image, j'ai fait un release, et puis je fais un deploy en production. Alors bien entendu, là j'ai fait quelque chose qui est très simple. On peut ajouter des milliers de choses dedans, monitoring, sécurité, typiquement le déploiement en prod, jamais on le fait en automatique comme ça. On fait un manuel check qui vérifie que tout est OK d'avant, etc. On peut mettre des workflows beaucoup plus complexes pour justement éviter des erreurs humaines, éviter j'y vais à la vas-y que je te pousse. Enfin voilà, vraiment faire quelque chose de beaucoup plus costaud. Alors nous on aime bien GitLab parce qu'en fait on a l'avantage d'avoir vraiment en live ce qui se passe et ce qui est en train de se faire. Ça c'est une des choses. Maintenant je vais essayer, on a l'application qui est en train de se créer sur Idora. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'interface d'Idora. C'est là où vous allez pouvoir créer en fait des environnements. Chaque ligne est un environnement avec dessous, on a pris un WordPress cluster, un load balancer. Est-ce que tout le monde voit ou pas du tout? Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Super. L'idée, c'était vraiment de partir sur un WordPress cluster, un load balancer, 2 application servers, 2 databases, un storage, comme on a décrit tout à l'heure. Donc, on est sur quelque chose de plutôt costaud. Et dessous, on va simplement déployer l'application WordPress. Donc, si mes souvenirs sont bons, je dois bien avoir un projet qui s'appelle WordPress Cluster Démonstration. Et puis ici, je vais simplement en fait changer on va rajouter un fichier dans le source de mon truc, de mon site web. Donc là, c'est vous les développeurs. Moi, je suis plutôt opérationnel, donc la partie développement, je ne connais pas vraiment. Et en fait, simplement en faisant ça, on va simplement derrière pousser le code sur le WordPress cluster. On va le pousser au niveau du storage. On ne va pas le pousser sur l'application server, on n'a pas besoin d'aller modifier notre architecture. Donc là, je dois avoir un deuxième pipeline qui est lancé. Il est déjà passé, rajouter un fichier. Donc si je vais ici, normalement, dans le fichier de configuration, dans mon data, je dois avoir un Toto PHP qui vient d'être créé à 19h47 et c'est 48, donc on est pas mal. Donc voilà, on va pouvoir en fait directement mettre et industrialiser notre code. Alors, je pense que vous connaissez tout ce qui est CI/CD en partie dev, mais on va le faire côté infrastructure. C'est-à-dire que vraiment, ce projet où je suis parti de rien et j'ai construit une architecture clusterisée, donc notre démo. J'ai mis mes 3 load balancers, comme j'avais écrit dans mon système. Donc en modifiant simplement une ligne, j'ai l'historique de ce que j'ai modifié. J'ai mes 3 nœuds load balancer en haut, hop, ici, qu'on a décrit. J'ai mes 2 application servers, mes 2 bases de données, mon storage. Et en fait, simplement en faisant ça, j'ai cet avantage de pouvoir revenir dans le passé, faire ce qui était passé en termes de commit, d'aller vérifier les commits, de ce qui a été modifié. J'ai updaté le manifeste
et on va voir les différences, etc. Donc on a l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vraiment industrialiser cette architecture comme on a le fait pour le dev, mais côté infrastructure. Et c'est ça qui est vraiment important. Ouais, je crois que j'ai fait une petite démonstration plutôt rapide. Est-ce que vous avez des questions sur ce genre de démonstration, de comment ça se monte les Docker, comment on peut organiser tout ça? Est-ce que vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail? N'hésitez pas, hein, c'est avec plaisir. Bien sûr. Imaginons que c'est un environnement de prod. Pendant que l'environnement se fait redéployer, comment ça se passe au niveau de quelqu'un qui viendrait visiter le site à ce moment-là? Alors, en fait, pour reprendre la question, l'idée c'est de savoir que c'est quand on est en production, quand on va updater l'infrastructure ou la partie dev, plutôt l'infrastructure, quand on va updater l'infrastructure, savoir quel est l'impact sur la production. Alors, comme sur des VM, comme sur des serveurs physiques, ça va dépendre de qu'est-ce que vous avez touché dans l'infrastructure. On peut très bien imaginer qu'on va changer un Dockerfile de l'application server, on va garder l'existant, on rajoute dans le cluster un nœud avec une version différente et on va supprimer les autres en basculant le load balancer. Et ça, on peut l'orchestrer. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir la version A, la version B, et après on fait du trafic, j'ai perdu le nom. Où on va dire tout le trafic va être redirigé, du test AB, comme on fait le test AB, et on va rediriger sur le nouveau nœud, et les anciens on les détruit une fois qu'il n'y a plus de session dessus. Et ça, on peut l'orchestrer aussi. Donc toute cette partie-là où on va simplement bouger l'infrastructure. Et typiquement, on pourrait très bien avoir un autre cluster WordPress, et puis c'est votre trafic au niveau de l'autre load balancer que vous renvoyez. Derrière, en fait, on va vraiment jouer avec les sessions et jouer avec les DNS pour dire tous les nouveaux arrivent sur le nouveau cluster. Et les anciennes sessions qui sont là, on les garde jusqu'à ce que les moteurs soient actifs, qu'il n'y ait plus personne dessus, et après on les détruit. L'avantage d'un Docker, c'est que c'est très facile à monter. On a monté une architecture cluster en 3-4 minutes, même pas. Et ça a l'avantage, c'est qu'on va pouvoir scaler, on va pouvoir diminuer, et on va pouvoir rajouter des nœuds à la volée pour pas très cher en termes de temps et de facilité. Vous avez planté l'architecture, on peut revenir sur le code, on fait un rollback sur ce qui a été fait. Et cette partie-là est très intéressante justement pour éviter les erreurs et pour éviter la production. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup de types d'environnement, des tests, des prod, des pré-prod et des prod. Et puis tous ces genres de tests que tu veux faire avec la version A, des versions B d'infrastructure, tu le fais sur la pré-prod. Et puis tu organises ton architecture pour le faire, ton infrastructure as code pour le faire sur la production. Est-ce que j'étais clair? Ouais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Là, je vois que vous avez deux repos, donc un repo pour ce qui est architecture. Alors, non, en fait, c'est deux projets. C'est deux projets différents, en fait. C'est comment? C'est la bonne pratique? Non, pas du tout. C'est pas du tout la bonne pratique. Là, en fait, c'est deux projets différents. On est parti sur un projet de démonstration où on va créer une architecture from scratch. Et puis, on est parti sur un projet existant WordPress Cluster où on a juste pushé du code. Mais normalement, on peut lier les deux. Enfin, on peut faire les deux au même endroit. C'est clairement le même projet. En fait, le projet pour le WordPress Cluster était déjà prêt. On a juste créé celui-là cet après-midi à l'arrache. Donc, voilà. C'était plus pour la petite démonstration de ce soir qu'on s'est dit il me faut une démo quand même. Et voilà. Voilà où on était. Après, en termes de... Ouais, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire ce soir. Je vais juste parler d'un événement en fait que j'organise sur Genève. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les DevOps Days Geneva. Alors, c'est pas que du Docker, c'est pas que du Kubernetes, c'est aussi des retours d'expérience humains, c'est aussi des retours d'expérience de retour de management. C'est 2 jours de conférence que l'on donne le 21 et le 22 février. On va le faire donc à l'HEG, à Carouge. On attend entre 200 et 300 personnes. Et on a la chance d'avoir des sponsors, des grands sponsors du coin. Enfin du coin, non, Oracle c'est pas vraiment du coin. On va avoir Duntanix, Xebia Labs, qui sont des sponsors de l'événement. Et quelque chose qui est encore vraiment plus fun, c'est qu'en termes de speakers, on va avoir du beau monde. On a des gens de chez Google qui descendent. On a des gens de chez... j'ai pas pris... Si, j'ai... Non, j'ai pas pris les noms. Ok. On va avoir des gens de chez Datadog. On va avoir les gens de chez Oracle qui font... Non, je ne sais plus si on a pris Oracle. Enfin, on a vraiment pas mal de monde. Des sujets qui vont toucher un peu à tout. Autant pour des devs, autant pour des opérationnels, autant pour de la sécurité, autant sur des retours d'expérience. On va même parler d'holacratie, on va parler de sécurité, on va parler de comment organiser une équipe,
comment faire du CICD sur une base de données, parce que là, updater un fichier PHP, updater un fichier texte, entre guillemets, c'est facile. Updater une base de données avec un montage des schémas, c'est bien pour y aller. Pour faire un rollback, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir discuter. On va avoir des workshops pendant 2 jours, enfin pendant une journée, donc le vendredi. Le jeudi, ce sera la conférence. Et puis on a HPE qui vient, on a Jelastic qui vient, on a pas mal de monde. Microsoft aussi, Ramon de chez Microsoft. Après, on a pas mal de petits acteurs locaux, Serial, Tulip, Octree qui viennent aussi faire des retours d'expérience par rapport au DevOps. Ça va être chouette, ça va être vraiment intéressant parce que c'est vraiment un événement. C'est le premier en Suisse romande qui organise. Il y en a un qui existe à Zurich, qui est déjà un très très bel événement. Et puis là, ça va être 2 jours où on va se faire plaisir à parler tech sans être trop tech. Typiquement, Natalia qui va parler de comment on va déployer côté humain, la résistance au changement, comment on va faire justement tout ce qu'on va organiser pour mettre en place ce DevOps, ce CICD au sein d'une entreprise. Enfin, des sujets qui sont vraiment très très intéressants. Je suis assez fan du DevOps Forever, c'est un petit peu ma façon de travailler. J'étais un opérationnel à l'époque. Aujourd'hui, entre autres, CEO d'Eidora, mais on voit vraiment le gain qu'il y a pour le business et pour l'utilisateur à la fin. Et c'est là que c'est vraiment important, c'est le service qu'on va rendre à l'utilisateur en faisant des petites releases et non pas des gros pavés qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Voilà un petit peu. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Chez Eidora, vous bossez avec Jelastic du coup? Oui, on bosse avec Jelastic. En fait, pour la petite histoire d'Eidora, j'ai créé Eidora donc en fin 2016. J'avais fait une expérience dans une grosse société à Genève pour faire de l'architecture d'une migration on-premise sur Amazon, en Docker, avec une philosophie DevOps. Donc moi, je me suis occupé que de la partie architecture chez Amazon. J'ai trouvé le projet exceptionnel. Ça a été vraiment un très très grand succès. Et j'ai dit, mais pourquoi on n'a pas un Amazon en Suisse? Alors, question de Patriot Act, question de Cloud Act, question de loi, question de marché. Et j'ai dit, il faut qu'on développe une solution qui soit orientée DevOps avec des conteneurs as a service en Suisse. Et c'est là qu'en fait est née l'idée d'Eidora. Après, Jelastic, ça a été le choix parce qu'il était orienté justement développeur. C'est accessible à tout le monde. Et c'est ça qu'aujourd'hui, la plupart de nos clients, c'est des développeurs et pas des opérationnels. Alors que prendre un Kubernetes, un développeur, il va se casser les dents dessus. Alors, plus facilement pour un opérationnel, mais un développeur va se casser les dents dessus. C'est un petit peu là le choix de Jelastic. Et on est très content. C'est vraiment une plateforme ultra stable. C'est ça qui est... Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, c'est plus sur la comparaison entre une solution comme ça, économiquement, entre par exemple un compte chez Eidora pour hoster. Typiquement, le problème qu'on a nous, c'est le hosting des serveurs de développement, serveurs staging. Et on adorerait pouvoir justement créer à la volée des serveurs quand on pousse une nouvelle branche, ça crée le serveur de test qui va avec. Que le client puisse voir ça. C'est ce qu'on fait chez Eidora, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il y a tout le monde qui... Justement, d'un point de vue économique, j'ai l'impression que c'est plus cher que par exemple d'avoir un gros serveur avec son propre Docker qui tourne dessus. Alors, à titre d'exemple, un informaticien coûte en moyenne entre, on va dire, un peu junior à 60-70 000 francs par année. Un master, on va monter à 200 000. D'accord? Je dis des chiffres en gros, vraiment très large. Il faut rajouter les licences serveurs, il faut rajouter le serveur, il faut rajouter l'électricité, il faut rajouter la consommation. Aujourd'hui, des solutions comme Eidora ou comme Amazon, vous allez payer à l'heure. C'est-à-dire que vous allez monter 40 environnements pendant 2 heures, vous les retombez, vous allez payer vos 2 heures d'infrastructure. Vous n'avez pas payé un gars et un service pendant longtemps. Aujourd'hui, vous, en tant que développeur, utiliser Eidora, c'est facile. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gars que vous allez payer. Donc, c'est un peu réduire la charge humaine, etc. Mais dans l'idée, c'est justement de simplifier et de pouvoir monter à la volée. Et typiquement, chez nous, on fait payer uniquement les environnements qui sont up. C'est-à-dire que les devs, ils les éteignent avec des crons pour stopper les environnements tous les soirs à 18h et tout le matin à 8h, ils se relèvent et ils payent beaucoup moins cher. On a fait les calculs, on arrive à 67% d'économie en éteignant la nuit et le week-end. C'est pas négligeable. Voilà un petit peu le concept. S'il y a d'autres questions, avec plaisir. Jelastic, il s'installe quoi par-dessus? Si on fait un truc nous-mêmes, ça s'installe.
Alors, en fait, GeoSIG, c'est une solution propriétaire, c'est un éditeur de logiciels qui a donc, nous, dessous, on a un cluster de serveurs sur CentOS 7 physique. Après, on rajoute la couche Gelastic, qui lui est un orchestrateur de conteneurs basé sur Virtuoso, donc OpenVZ et les conteneurs LXC de l'époque. Et après, ils ont rajouté Docker. Donc, Gelastic existe depuis 10 ans, Virtuoso à peu près depuis 15 ans. Donc, c'était avant même que Docker existait. Gelastic faisait déjà du conteneur, mais sur LXC. Et ils ont pris la vague de Docker avec Docker après. Mais voilà, ils faisaient déjà du conteneur avant. Et après, Gelastic, c'est une interface web comme vous montez un VMware standard. Une interface de console de management, et puis dessous, vous faites ce que vous voulez avec vos ressources. Vous pouvez rajouter des serveurs à la volée, vous pouvez avoir du SDS, du SDN, il n'y a aucun souci. Après, il y a des licences cloud comme nous on a, et puis des licences propriétaires qu'on peut installer dans une entreprise en privé. C'est des choses qui sont faisables. Ce qui permet de faire du private cloud et du cloud public comme nous on fait. Est-ce que je... On a fait la cour des questions. Encore des questions? Une dernière question? Ah, il y en a eu encore une. La dernière. Et le jeu, moi je veux 3 joueurs. Chez vous, à part le fait de mettre à disposition le service GeoSIG, c'est quoi un peu votre business? Alors, nous, le business, quand on a démarré Idora, moi, l'idée, c'était de faire comme Amazon, mais en plus petit, c'est-à-dire de faire que du web, et puis les gens, ils s'inscrivent, ils payent, et puis basta. Et en fait, on s'est rendu compte que le marché suisse romand, avait besoin en fait, d'accompagnement pour migrer sur Docker, pour migrer sur le DevOps, migrer sur CI/CD. Et en fait, on fait du consulting en plus sur cette zone-là. Alors nous, on est hosté en Suisse, on a les serveurs à Berne et on est en train de faire un nouveau data center de Safehost à Gland, un très très gros data center. Et on est uniquement en Suisse. Ça, c'est notre valeur ajoutée purement suisse. La société, l'équipe, le support et des serveurs. C'était aussi pour ça qu'il fallait la privacy law et compagnie, enfin, la GDPR, toute cette merde. Merci beaucoup, bravo. Merci. Merci.